Je n'entrerai pas dans tous les détails des multiples activités de Dominique Flon, mais je souhaite d'abord souligner que notre confrère est nancéen. Né à Nancy, il est un représentant éminent de la vie culturelle à Nancy. Après des études en sciences économiques, on le trouve membre du conseil d'administration du Festival mondial de théâtre de 1970 à 1977. Cette année-là, 1977, il entre à moins de 30 ans au conseil municipal de Nancy et reste jusqu'en 2001 adjoint au maire chargé de la culture. En 1993, il devient membre titulaire de l'Académie de Stanislas qu'il préside de 1997 à 1998. Il a encore été président de la Société d'histoire de la Lorraine et du Musée lorrain de 2002 à 2021. Il est chevalier dans l'ordre des palmes académiques et chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Dans sa vie professionnelle, il a administré et développé des caisses d'épargne. Caisse d'épargne des pays lorrains, caisse d'épargne de Lorraine, caisse d'épargne de Lorraine, Champagne, Ardennes. Alors, c'est à la fois le développement des caisses et le développement des périmètres et des institutions. Cependant, comme va le démontrer la conférence d'aujourd'hui, l'essentiel est que Dominique Flon est un numismate accompli, auteur parmi de nombreux ouvrages d'une monumentale histoire monétaire de la Lorraine et des trois évêchés, en 3 gros volumes, parus en 2002, à Nancy naturellement. Dominique Flon, à vous la parole pour 40 minutes. Merci. Est-ce que je peux avoir la tablette? Oui, merci. Bien. Bien, je vais vous parler, moi, d'un sujet que j'ai abordé au travers de la numismatique. C'est comment on a pu passer des chiffres romains aux chiffres arabes. Ce qui semble peut-être évident comme ça, et qui n'a pas du tout été. Alors, petit rappel historique, jusqu'au début du XVIIIe siècle, les chiffres romains ont servi à calculer les revenus et les dépenses, les longueurs, les surfaces, les poids et les volumes. Et malgré leur bonne volonté, ces chiffres romains présentent 2 inconvénients. Je dirais que ce sont des gredins, n'est-ce pas, comparés aux chiffres arabes, car dans les chiffres romains, il n'y a pas de virgule et il n'y a pas de zéro. Et c'est pas sans conséquence. Imaginez que vous ayez devant vous une feuille de papier et un crayon. Et je vais vous demander quel est le résultat de la division de 28 par 3. Si vous êtes un chiffre arabe, vous noterez tout simplement que c'est un 9, suivi d'une virgule et d'une infinité de 3. Si maintenant je vous demande de le noter en chiffres romains, vous allez marquer 9, c'est-à-dire un grand I et un grand X, puis après vous allez vous demander qu'est-ce que je fais du reste. Il reste une unité qu'il faut diviser par 3. Bon, les plus malins, et vous êtes tous malins, donc je ne me fais pas de soucis, ils vont répondre ça fait 1/3. Et comme vous ne pouvez pas le noter de façon mathématique, vous allez le noter à la main. Le résultat, ça fait 9 1/3, 9 en chiffres romains et 1/3 en lettres, comme le faisaient les anciens. Si on poursuit le raisonnement, vous allez comprendre qu'il est facile d'ajouter et de découper des unités à multiples ou submultiples décimaux avec des chiffres arabes. À titre d'exemple, vous avez le mètre qui se divise ou en décamètre ou en décimètre, mais avec un usage de la virgule qui vous autorise de naviguer entre tout cela. Mais avec les chiffres romains sans virgule, ce genre de choses est impossible et il va donc falloir inventer des systèmes qui se prêtent au calcul fractionnel
et on répondra dans les unités non pas en décimales, mais en moitié, en tiers, en quart, etc. Deux conséquences. La première, il va falloir des objets pour s'aider à faire de l'arithmétique. Et deuxièmement, utiliser des systèmes d'unités qui répondent au calcul fractionnel. Alors les objets, dans l'Antiquité, les Romains ont commencé à compter avec des cailloux. Et vous savez dire le caillou en latin? Ça se dit calculus, ce qui nous a donné le mot calcul en français. Le mot calcul qui a gardé son sens original de caillou, n'est-ce pas, dans le domaine de la médecine. Hein, quand on vous parle de calculs rénaux ou d'autres choses désagréables, vous saurez que c'est de là que ça vient. À partir de la Renaissance, on a remplacé les cailloux par des jetons. Alors, sous le terme de jetons, on désigne des tas de choses, et je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, je vais regarder si je sais utiliser la zapette. Voilà. Alors, il y a premièrement des méros, qu'on appelait aussi des marraux, mérelles, marelles. Ces méros représentaient la contrepartie d'une somme d'argent dont on ne voulait pas encombrer ses mains. Ainsi, on constatait la présence de religieux à certains offices, les dons à des paroisses ou à des maisons religieuses inscrits dans les testaments des fidèles ouvraient droit à une rémunération que l'inflation avait réduite au fil des ans, déjà à cette époque-là. Ouais. Plutôt que de distribuer des sommes très modestes, l'économe, dans les ordres masculins, la dépensière, oui, c'est pas très féministe, dans les ordres féminins, remettait à ses confrères ou à ses consoeurs un méro comme jeton de présence. Rendu par lot, ces méros justifiaient la somme à prélever sur les revenus de la donation et servaient souvent à offrir des repas aux pauvres de la paroisse. Alors voici un exemple de ces méros qui doit être messin et qui est celui de la société du Très Saint Étienne le Majeur. Voilà. On en trouvait aussi dans les activités économiques. En 1721, le duc Léopold a rouvert des mines d'argent à Sainte-Marie-aux-Mines et on a créé des sortes de bons d'économat dont je vous présente un exemplaire ici. C'est celui qui donne droit à un pain de 3 livres. Ce sont des choses très très rares, hein. Ces méros sont extrêmement rares. On en connaît aussi qui donnaient droit à 1 livre de viande fraîche ou 1 livre de viande cuite, une mesure d'eau de vie de 2 onces, ça fait 16 grammes, de quoi boire un bon coup, hein, déjà, et quelques autres du même genre. Il y a aussi des méros qui donnaient le droit d'entrer dans des places fortes ou dans des appartements royaux. Et si je vous en présente un, qui est la permission d'entrer dans le château de Chanteux. Chanteux, c'est une petite commune près de Lunéville, où le roi Stanislas avait une maison de campagne, on va dire, qui est représentée. Là, vous voyez, c'est assez élégant. N'allez pas à Chanteux pour visiter, c'était détruit après la mort du roi. Il y a eu aussi des jetons pour voter, pour jouer, d'autres pour constater des droits d'entrée. Signalons aussi les tessères spintriennes. Alors le tesser, en latin, c'est le nom des jetons latins. Spintria, je parle sous un latiniste, contre un latiniste distingué, désignant en latin les soirées de l'empereur Tibère, n'est-ce pas? Sur ces jetons, on voit une scène licencieuse et de l'autre un chiffre romain. Alors, on ne sait pas très bien comment ça marchait, mais on sait que les empereurs ou les démagogues ont distribué au jeu du cirque au moment des triomphes, n'est-ce pas? Il y a même un mot du poème Martial. Voici qu'en averse soudaine se déverse des jetons lascifs. Et il est probable que ces tessères offraient à leurs possesseurs la gratuité de la prestation qu'elles représentaient, le chiffre désignant la maison, la chambre où l'affaire se dénouait, au tempora ou no res, voilà. Le rôle de jeton aussi, dans l'administration d'une petite entreprise, c'est conservé jusqu'à nos jours. Notamment, je pense aux jetons des maisons de débauche. Celui qui dédaignait les propositions commerciales d'une pierreuse ou autre gourgandine rencontrée dans la rue pouvait s'adresser à une maison spécialisée. Après avoir franchi une porte blindée décorée d'un Judas et surmontée d'une lanterne rouge, voilà le quartier, n'est-ce pas, de la rue du Morquitron à Nancy. Voilà. Vous avez jamais observé comme ça quand vous promenez dans la ville vieille, hein, voilà.
eh bien, notre homme pouvait trouver compréhension et réconfort auprès d'une radasse ou radeuse, qui était la fille accoudée ou rade. Rade en argot, ça veut dire le bar, ou une poufiasse, fille assise sur un pouf, n'est-ce pas? La fille, donc, il réglait la note à la maîtresse qui lui remettait en attestation des jetons. La fille encaissait les jetons qu'elle rendait au petit matin à madame, qui en tenait registre pour paiement hebdomadaire. Les comptes se réglaient au nombre des jetons. La pécheresse, ou son agent commercial, recevait la moitié des encaissements la concernant, madame environ 40%, les 10% du reste payaient le savon, la serviette et les draps. Voilà, le jeton évitait de possibles marchandages et litiges entre la prestataire de service et le consommateur. La loi du 13 avril 1946, dite loi Marthe-Richard, a porté un coup fatal à cette branche de la numismatique française. Nous allons parler maintenant de jetons de la plus parfaite honnêteté. Ouais. Mais auparavant, je voudrais vous dire un mot sur les systèmes d'unité. Je vous ai dit que tout à l'heure, on ne pouvait pas inventer d'autres systèmes d'unité que des systèmes où on pouvait pratiquer du calcul fractionnel. Ça semble compliqué aujourd'hui, mais ce chemin qui me semble bien encombré était le chemin le plus dégagé, la voie la plus dégagée d'hier. Ainsi, en Lorraine. Vous allez voir, en Lorraine, nous savons que les grains et légumes se vendaient à raison de 24 pintes le bichet et que 4 bichets faisaient un résal. Que pour les vins, le virli était de 8 mesures, la mesure de 4 setiers, chacun setier de 8 pintes, la pinte faisant 4 pots. De même pour les longueurs, la toise était de 10 pieds, à 10 pouces le pied et 10 lignes au pouce. Pour les poids, le quintal contenait 100 livres, la livre de marc, le marc 8 onces, et l'once était de 8 trésors. Le trésor de 3 deniers, le denier de 24 grains. Enfin, on doit citer pour la monnaie la livre qui en France comptait 20 sous à 12 deniers chacun, ce qui fait 240 deniers dans une livre française, tandis qu'en Lorraine, qui était un duché souverain, la livre se composait de 20 gros, le gros de 16 deniers, ce qui faisait 320 deniers dans une livre. On utilisait encore le franc barois, qui rassemblait 12 gros de 16 deniers chacun, ce qui amène un total de 192 deniers, et le franc messin, de 12 gros de 12 deniers chacun, ce qui conduit à une livre de 144 deniers. Comme vous voyez, tout ça est bien compliqué. Si je vous demandais de me rendre le nom de toutes ces unités, vous seriez collé, là. Mais c'était facile à utiliser si on veut utiliser des demi, des tiers, des quarts, ou au contraire multiplié par 2, par 3, par 4. Mettons-nous maintenant dans la situation d'une personne qui doit tenir les comptes de ses affaires, vendre de terre, de grains, de bois, de vin, de draps, ou dans la situation de celui qui manipule de grandes quantités d'argent, trésorier, commerçant, prêteur, usurier. Alors, notre homme peut calculer sur le papier au risque de se perdre dans les retenues. De plus, le papier est un support coûteux qu'on hésitait à gaspiller, ce qui explique que vous ouvrez des livres anciens, il y a souvent des calculs qui sont griffonnés sur les pages blanches. Faute de règles de calcul, de calculettes, de tablettes, d'ordinateurs, celui qui affronte ses obligations comptables va essayer d'assurer sa victoire en recourant à des méthodes arithmétiques simples, efficaces et bon marché. Dans la pièce dédiée à sa comptabilité, il va installer une table qu'on va appeler le comptoir. Et il recouvrira cette table d'un tissu bon marché, la bure, qui va donner son nom aussi bien à la table qu'à la pièce, le bureau. Sur la bure, il tracera à la craie des lignes et des colonnes, constituant ainsi un abaque ressemblant à un damier, sur lequel il fera circuler des jetons, encore appelés jets, méros ou marraux. Cet abaque sera donc dénommé marelle. Vous voyez, on retrouve des tas de mots avec des origines tout à fait étendues. Ou d'après son apparence, on l'appellera encore échiquier. Et c'est ainsi que s'explique le titre de chancelier d'échiquier du ministre des Finances du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Sur le trait des colonnes, notre comptable pourra reporter des jetons en nombre correspondant aux achats, aux commandes, aux pièces de monnaie de son encaisse. Et quand il aura le compte suffisant sur la colonne de droite, il réduira les deniers en sous, les pots en pinte et les niais en pouces en glissant un jeton sur la colonne à gauche et en récupérant le reste pour continuer ses calculs. Si l'affaire était importante et compliquée, un premier employé procédait au comptage. C'était le comptable. Et annonçait à haute voix les sommes à enregistrer à un auditeur des comptes. Tout s'explique, hein, qui traduisait sur la BAC. Cette technique était si familière que Molière s'en servit en ouverture aux malades imaginaires. Si vous, je cite, « Argan, seul dans sa chambre assis, une table devant lui, compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait parlant à lui-même les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Argan vient de totaliser 20 jetons qui représentent 20 sous. Il fait glisser l'un d'entre eux dans la colonne de gauche sur la ligne des livres et récupère les 19 autres avant de reprendre son calcul au plus petit clistère insinuatif, impératif et remollient pour amollir, humecter, rafraîchir les entrailles de monsieur. L'arrivée des chiffres arabes dans les calculs troubla la pratique et bien entendu provoqua critique et affrontement entre les tenants de l'école romaine, les abbassistes, ceux qui avaient la BAC, et ceux de l'école arabe, les algoristes. Il faut bien comprendre que les abbassistes défendaient un savoir qu'ils étaient seuls à avoir, ils défendaient leur savoir, leurs privilèges, contre les promoteurs d'idées nouvelles et dangereuses. Abba Quechton résistera un bon moment. Ça se voit jusqu'à l'usage qui perdura jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et on offrait en matière de remerciement des jetons présentés dans des aumônières. L'abbé Lionnois, l'historien bien connu de Nancy, rapporte que par règlement du 28 novembre 1616, les gens du conseil de ville de Nancy furent faire des jets d'argent pour distribuer entre eux afin de s'en servir non seulement aux comptes qui se présentent ordinairement en leur chambre, mais encore pour contribuer à ce que toute chose soit bien et dûment policée et ordonnée en la dite ville. L'usage était de donner aux nouveaux conseillers à leur rentrée 2 bourses, l'une aux armes de la ville d'un côté et de l'autre aux armes du conseiller ou à son chiffre, brodées en argent et soie sur fond de satin bleu, en plus de 60 jets d'argent et une autre de cuir remplie de 60 jets de bronze, ce qui a subsisté jusqu'au règne de Stanislas, pendant et depuis lequel on a substitué une somme d'argent équivalente au prix des gens. Alors, je vais vous oui, le président, il y a des anecdotes, c'était pas purement symbolique. La Lorraine était occupée au temps de la guerre de 30 ans par le marquis de la Sainte-Terre pour le roi de France, n'est-ce pas, qui était un homme rapace. Et ce prédateur à perruque remercia d'une phrase odieuse le magistrat de Nancy qui lui remettait une bourse de jetons d'or. « Je ne reconnais pas la ville, vous l'avez faite trop petite. Faites-moi faire des jets plus gros et vous verrez qu'on la reconnaîtra mieux. » Les jetons connurent la meilleure saison de leur développement de la seconde moitié du XVIe siècle au premier tiers du XVIIIe, c'est-à-dire dans le moment où l'on commençait à utiliser les chiffres arabes. Pour situer les choses, on sait que les premières monnaies qui portèrent un millésime de fabrication furent fabriquées à partir de 1488 dans le duché de Lorraine et de 1532 dans le royaume de France. Voyons, on était en avance. C'est alors que les souverains, les princes, les grands personnages firent forger des jetons à l'usage de leur service et qu'ainsi firent aussi les particuliers dans leur soin de leurs affaires. Certains de ces jetons sont assez remarquables et porteurs de messages politiques et religieux. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà par exemple le jeton de la Chambre des comptes du duc Antoine. Alors le duc Antoine, vous le connaissez, c'est le beau cavalier que vous voyez tenant une épée à la porterie du palais ducal. Voilà ici les régents du duc Charles III. Alors vous avez un couple qui se fait face. Il s'agit de la duchesse à gauche, la duchesse chrétienne de Danemark, qui a
à Nancy, elle a fait construire l'arsenal de la place de l'Arsenal, et c'est elle qui a créé la place de la Carrière. Et à droite, vous avez Nicolas de Lorraine-Vaudémont, qui était le père de la reine Louise de Vaudémont. Ils sont face à face. Ça imite un petit peu une monnaie espagnole qui circulait à l'époque, où on voyait leur majesté, n'est-ce pas, catholique, et le public, par dérision de ces deux visages accolés, avait appelé ces pièces des baisoirs. Ouais. Voilà Charles III. Voilà. Alors il y a toute une série avec des symboles, vous voyez, de nobiliaire et autres. Voilà un jeton qui a été fabriqué au moment où est né son premier fils, premier enfant d'ailleurs, qui est devenu le duc Henri II. Vous voyez, d'un côté, vous avez les deux écus de Charles III et de sa femme Claude de France, qui était la fille du roi Henri II, et qui était donc la fille de Catherine de Médicis. La cour Lorraine était très liée aux Médicis, avec la devise « Homo non separet », que nul ne les sépare, et de l'autre côté, la victoire de la confiance, de la foi, de la fidélité, avec deux mains qui se serrent sur un autel. Ouais, je n'ai pas fait ça pour la naissance de mes enfants, mais enfin, voilà encore le jeton de la Chambre des comptes, il y a toute une série comme ça. En voilà un qui a été fait à l'occasion du traité de Saint-Germain-en-Laye. Alors, il faut dire que Charles III avait milité très fortement contre Henri IV quand Henri IV s'était présenté à la succession de la couronne de France. Et Charles III avait donné un bon coup de main à ses cousins, les Guises, qui sont une branche cadette de la Maison de Lorraine, et il a fallu signer un traité de paix. Et dans ce traité de paix, il était décidé que la sœur unique d'Henri IV épouserait le fils du duc de Lorraine. On va en parler un instant, oui, c'est assez joli. Voilà, pour le contrat de mariage, on a fabriqué un autre jeton, comme ça. Ouais. Pas mal, non? Et voilà Charles III à la fin de sa vie. Alors voilà Catherine de Bourbon, c'était la sœur unique, comme il est inscrit en légende sur ce jeton, la sœur unique de Henri IV. Et elle était huguenote. C'était une catastrophe pour le marié, Henri, qui allait devenir le duc Henri II, qui était catholique et bigot. Et il n'osait pas s'approcher de sa femme parce qu'il avait peur que ça entraîne sa condamnation, n'est-ce pas, par le souverain juge et de se retrouver en enfer. Là-dessus, son confesseur lui avait conseillé de ne pas s'approcher de sa femme parce qu'effectivement, c'était un gros péché. Alors on avait décidé de réunir des pasteurs protestants et des prêtres catholiques dans un endroit qui s'appelait La Grange, près de Jarville, pour discuter religion et essayer de convertir la duchesse. Ça n'a pas marché, l'endroit a acquis une mauvaise réputation, La Grange est devenue la Malgrange. Et alors, vous voyez, le jeton de Catherine de Bourbon est terrible parce que vous avez une vipère qui est prête à mordre, qui est dressée, et tout autour, il est marqué « In persuabilis », je suis inconvertible. Ouais, ça ne veut pas être la fête dans le couple. Enfin bref, le pape a donné finalement la permission au mariage, mais malheureusement, la duchesse était morte entre-temps. Voilà. Et Henri II s'est marié pour se remettre de tout ça avec une Gonzague, qui était la nièce de Marie de Médicis, vous voyez. Alors Marguerite, ça vient du latin Margarita, qui veut dire la perle. Donc vous avez deux cœurs avec une perle. C'est charmant, non? Ah, voilà. Voilà encore Henri II. Charles IV, vous voyez une table de changeur qui échange des sacs d'argent. Et alors, la devise, entre parenthèses, est intéressante. « Nil debet qui bene numerat » qui compte bien n'a pas de dette. Ah oui, bon. Vous avez aussi des communes qui forgent des jetons. Voilà Bar-le-Duc. Alors vous remarquerez sur celui de droite, il y a 3 pensées. C'est la devise de Bar-le-Duc, plus penser que dire. Voilà les maîtres chemins de Metz, le maire de Metz si vous préférez, voilà, avec les armes de Metz. Ici vous avez encore un autre jeton à Metz, vous voyez la vue de la ville de Metz où on voit très bien la cathédrale.
Et les armes de ce monsieur Geoffroy sont des armoiries parlantes. Vous voyez un coq qui lève une patte et dans la patte, il tient un glaçon. Parce qu'un coq en patois lorrain, ça se dit un jo. Il tient un glaçon, c'est donc un Geoffroy. Subtil, hein? Voilà une autre vue de Metz, et là on a assisté la ville fortifiée. Vous voyez des portes, des fortifications, des tours et autres. Et là, vous avez encore un maître échevin de Metz, et vous voyez les armes de Metz, avec la pucelle de Metz. Metz n'a jamais été prise, n'est-ce pas? Donc c'est une ville vierge. Voilà Nancy, on a parlé de 1616. 101 ans après Marignan, vous allez me dire, ouais, alors si vous voulez briller en société, je vous donne un truc. 1616, c'est la mort de Cervantes et de Shakespeare, ça fait pile toujours aidé. Voilà. Alors à droite, vous avez la ville vieille. Et si vous regardez sur le côté droit, vous avez deux clochers et une petite pointe. C'est la porte de la Craffe. Ah oui. Et les autres bâtiments sont reconnaissables, les clochers, les pointes les flèches, du palais ducal, de Saint-Èvre et autres. Et vous avez 3 bastions, à droite le bastion Le Duc, au milieu le bastion des Dames, et à gauche le bastion de Vaudémont, avec des échauguettes. C'est très bien fait, très précis. On sent qu'on s'est attaché à la chose. Voilà ici, plus tard, en 1674, il y a toute une partie de la Ville-Neuve qui s'est construite. Alors on vous montre une partie de la Ville-Neuve, des clochers avec l'hôtel de ville de l'époque qui se trouvait sur la place du marché, qui a disparu depuis. En voilà un autre de 1724. Alors vous voyez, il y a encore beaucoup de clochers, il y a encore la porte de la Craffe complètement à droite, et vous avez toujours des bastions. Et si vous regardez sur le côté gauche, vous avez 2 clochers qui n'ont pas de couverture. C'est l'abbatiale de l'abbaye Saint-Léopold qui se trouvait grosso modo à la place du lycée Sifflé et qui est en cours de construction. Et il n'y a pas trop de clochers là sur la Ville-Neuve. Et regardez, nous sommes en 29, 5 ans après. Vous avez les 2 clochers sont couverts, couverture en bulbe, n'est-ce pas? Vous avez les 2 tours de la cathédrale et toute une série d'églises, de couvents et autres qui sont construits. On y met un soin extraordinaire. Et puis voilà des seigneurs divers, le prévôt de Nancy, seigneur de Champignol, 1561. Ouais. Le surintendant des finances de son Altesse, qui devait avoir des comptes aussi. Hein. Voilà un évêque de Metz, Henri de Lorraine. Robert de Lenoncourt, qui était cardinal, évêque de Metz. Charles, un cardinal de Lorraine. Vous avez Nicolas Boumard, évêque de Verdun. Éric, avec 2 R de Lorraine, qui était évêque de Verdun. Lui, il a eu une vie assez étonnante. Figurez-vous, il avait une cousine qui était abbesse dans la région parisienne. Et il a été lui rendre visite, comme ça se fait en famille. Et dans le couvent, il y avait une jolie nonnette qui lui a beaucoup plu. Il en est tombé amoureux. Ben, ça peut arriver même à un évêque. Enfin, en ce cas-là, on n'en parle pas trop. Mais lui, il a voulu l'épouser parce que c'était un homme de principe. Il a trouvé un prêtre qui les a épousés. Alors évidemment, ça a semé beaucoup de désordre dans le monde de l'époque et on l'a suspendu de son siège épiscopal. Et il s'est défendu en disant qu'effectivement, il n'aurait pas dû, mais qu'il était possédé par le diable et que c'était sous l'influence du diable qu'il avait été poussé au mariage. Alors on l'a exorcisé 3 fois dans mes souvenirs, et ça a marché. Le diable est parti. Donc il a pu reprendre son siège épiscopal, où il est resté 3-4 ans. Et puis quand même, c'est un homme pieux. Il a décidé de quitter le siège épiscopal de Verdun pour partir dans un couvent où il n'y avait pas de nonnette et où il a fini ses jours. C'est beau, non? Enfin, voilà. Voilà aussi des métiers. Voilà la confrérie des marchands de vin de Saint-Nicolas-de-Port. Vous avez une ville de Saint-Nicolas, et comme sur tous les jetons de marchands, vous avez un bateau, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si nous... voilà. Alors, l'aspect, ça ressemblait à des monnaies. Alors, l'aspect monétaire de ces jetons a apporté quelques petits malins, un précurseur des escrocs Internet, je dirais, à essayer de glisser des jetons dans le commerce comme des pièces de monnaie.
Et il y a des gens qui se sont fait prendre, c'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas? D'où l'expression « faux comme un jeton ». L'emploi des jetons simplifia le calcul. L'usage des chiffres arabes se développa pourtant à partir de la fin du XVe, parce que les nombres sont plus faciles à lire en chiffres arabes qu'en chiffres romains. On lit immédiatement ici 3784, que le lire autrement, c'est une histoire plus complexe. Mais l'usage des chiffres arabes rencontra quand même des obstacles. Le premier, c'est que les unités construites, le système d'unités construit pour le calcul fractionnel était tout à fait inadapté au calcul décimal, simple et rapide. Rappelez-vous, jadis, ceux qui faisaient de l'anglais, il fallait apprendre des unités terribles, c'était pas simple à régler. Le deuxième, c'est que les systèmes d'unités étaient disparaître. Ça variait de pays à pays, de ville à ville, et la réforme restait difficile. Et puis, le troisième obstacle, c'est que les gens ne savaient absolument pas compter. Méconnaissance totale des règles de l'arithmétique et de la pratique des 4 opérations. Alors, pour remédier à tous ces maux, on recourut à diverses médecines. Pour les financiers, on imprima des manuels qui décrivaient et fixaient la valeur des espèces en circulation par rapport à une monnaie commune. Voilà un de ces ouvrages imprimés à Munich où on vous apprend, n'est-ce pas, ce que valent les monnaies qui sont représentées, de telle sorte, voilà. Il y a eu des traités aussi pour donner au public la valeur réciproque des monnaies. Voilà un traité pour apprendre ce que vaut la monnaie de Metz si vous en avez. Voilà un autre, regardez un peu, c'est tout simple. Là, on vous dit comment convertir l'argent de Lorraine en argent de France, l'argent de France en argent de Lorraine, les francs deniers gros barrois en argent de Lorraine, l'argent de Lorraine en francs gros deniers barrois, etc. C'est des trucs complètement délirants. Et on a trouvé à ce moment-là quelques bienfaiteurs qui se sont mis en tête de vouloir simplifier la vie du monde. Le premier de ces philanthropes, c'est un commerçant lyonnais qui s'appelait François Barème, avec deux R, n'est-ce pas, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Comptes frais, première édition en 1669. Voilà. Pensez à Barème, il a donné son nom à Barème comme Monsieur Silhouette, n'est-ce pas, contrôleur général des finances, qui avait créé des impôts, a donné son nom à la Silhouette. Vous était bien mec, ou Monsieur Poubelle, n'est-ce pas, qui était préfet de la Seine. Alors, si vous regardez, vous avez par exemple là, si vous achetez des objets à 16 sous de la chose, si vous en avez 37, il faudra payer 28 livres, 16 sous, etc. Et c'est une série de tables de chiffres qui vous aident à faire vos affaires. Pareil, vous voyez ici, si vous achetez des mûs de blé, de la farine au sétier et autres, on vous dit ce que vous devez payer, quel est le montant ou ce que vous devez vendre. Il y a aussi des traités pour régler les problèmes commerciaux. Alors je vous cite, je vous en présente un ici aussi, c'est un commerçant lyonnais. Et pour vous dire où on en est, le début, il vous donne les séries de chiffres et ce que représente chacun de ces chiffres. Quelle somme ça représente? Oh, c'est rien. Et là, il s'agit des chiffres arabes. Donc le 1 c'est 1, le 2 c'est 2, etc. Et vous avez la même chose pour les chiffres romains. Ça vous montre donc tout ce qui restait à faire. Et vous avez toute une série de modes d'emploi pour faire la comparaison entre les deux. C'est fou, hein? Bon. Et alors, vous avez des exemples de calcul complètement délirants. Alors là, je ne vous ai pas détaillé. C'est un exercice sur l'achat de coupons d'étoffe avec des mesures entières, en quart, etc. Comment résoudre ça pour savoir ce que ça va coûter. Et donc, si vous voyez, il faut 2 pages pour expliquer comment on va faire des règles de 3 et comment aboutir à la chose. J'ai un exemple que j'ai détaillé pour vous montrer un petit peu la complexité. Je cite l'ouvrage. Un homme fait son testament et laisse 30 000 livres à partager dans l'ordre suivant. Il veut que proportion gardée, son fils ait les 2 tiers, sa fille la moitié et sa femme le tiers, laquelle étant enceinte et venant à mettre au monde le fruit qu'elle porte. Il veut, si c'est un fils qu'il ait, même proportion gardée, le 5e, et si c'est une fille, le 6e.
On demande comment il faudra s'y prendre pour exécuter la volonté du testateur si sa femme a couché en même temps d'un garçon et d'une fille. L'auteur ajoute: par cette clause de proportion gardée, ce testateur n'entend pas que son fils ait 20 000 livres qui sont les 2/3 de 30 000 parce que les parties de son testament excèdent l'entier, 100%, mais que ce soit dans un certain tout dans lequel toutes les parties léguées se trouvent. Vous voyez un peu c'est un truc complètement dingue. Un exercice comme ça au bac, l'épreuve est annulée. Hein, bon. Alors, pour aboutir à la solution, l'auteur totalise les parts réciproques de chacun des bénéficiaires. Et alors, il calcule, donc, il arrive à une somme de 56 représentant des parts réciproques, et je vous montre donc le total de l'ensemble des choses. Vous voyez, on descend dans des sommes avec des livres, des sous, des deniers et des fractions de deniers. Ah, c'est pas possible, hein. C'est un vrai fatras. Heureux. Alors, il fallait réformer les unités pour pouvoir arriver à un mode de calcul possible. Et tout ça, ça se trouve dans le décret du 1er Vendémiaire en 4, je préfère le 23 septembre 1795, avec obligation, n'est-ce pas, de recourir au système métrique et aux unités en découlant. Et cette obligation d'y recourir dans toute la République était établie par la loi du 23 de Brumaire en 4, c'est-à-dire le 4 novembre 1800. Et alors, on a fait paraître des imprimés pour que les gens puissent s'y retrouver. Voilà, des instructions, ça c'est le département de la Meurthe, n'est-ce pas, pour vous apprendre à convertir les anciennes unités en nouvelles. Et alors, si vous regardez, vous voyez un petit peu, le sujet est intéressant. Vous avez des virgules, là encore, des trucs pas possibles, des gens qui ne savent pas compter, et on leur fait cadeau de choses extrêmement compliquées. Si vous regardez ce qui se passe en Meuse, c'est pareil. Vous avez encore des choses extrêmement complexes, vous voyez. Et en Meuse, c'est pire, il faut même définir, village par village, quelles sont les unités qui s'appliquent antérieurement et qui vont disparaître. Donc, je vous ai ouvert une page de M, là, et si vous regardez, chacun des villages a des unités qui ne sont pas celles du village à côté. C'est extrêmement simple. Alors, comme toujours, il est bien difficile de changer ses habitudes. Les gens de ma génération se souviennent que l'on parlait dans notre enfance de pièces de 100 sous pour désigner la pièce de 5 francs, de pièce de 20 sous pour désigner le franc. Il a fallu attendre la création de l'euro en 2001 pour que disparaissent de la conversation les anciens francs qui ne circulaient plus depuis le 1er de janvier 1960. Et bien de même, on continue à se servir des vieilles unités pour acheter des terres, vendre des grains, du vin, du bois de construction. Sous Louis XVIII, un arrêté du 21 février 1816 décida qu'étaient supprimées les fractions décimales des poids et mesures. Heureusement, la loi du 4 juillet 1837, promulguée par Louis-Philippe, rendit obligatoire le système métrique à compter du 1er juillet 1840. Les jetons sortirent lentement d'usage au XIXe siècle. Cependant, on les garda quelque temps pour récompenser l'assiduité et, dans l'exercice d'une fonction non rémunérée, la remise d'un jeton de cuivre, de bronze, d'argent, voire d'or, était une délicatesse à laquelle le récipiendaire était sensible. Les jetons de présence ont ainsi poursuivi une vie limitée au monde institutionnel. Les chiffres romains sont réservés à la numérotation des papes, à celle des souverains, aux plaques tombales, au socle des statues, à l'exergue des médailles. Faut-il le regretter? Beaucoup ne savent même plus lire les chiffres romains. Les chiffres arabes sont vainqueurs grâce à une foule d'alliés qu'ils étaient seuls à pouvoir fédérer. Les logarithmes, les sinus, les cosinus, les nombres transcendants, les nombres imaginaires, les matrices. Voici toute une faune carnivore qui a dévoré les merveilleux chiffres que vous avez confiés l'Antiquité. Et avec eux, oubliez les tiers et les quarts et tout le calcul fractionnel qui, jeunes collégiens, nous a tant tracassés. Car comment faire fonctionner avec ces malheureux chiffres romains des supercalculateurs qui brassent des milliards d'hectolitres de chiffres en une fraction de seconde et qui se nourrissent gloutement de 0 et de 1. Et pourtant, on a conservé quelques reliques. L'heure se divise toujours en demi encore. Il y a 62 secondes dans une minute.
Il y a toujours 4 trimestres dans une année et 90 degrés dans un angle droit. Les écrans de télévision se mesurent en pouces, l'altitude des avions se donne en pieds et la vitesse des bateaux en nœuds. Et je m'interroge parfois sur l'avenir des chiffres arabes. Certains concepts mathématiques leur restent irréductibles. Citons pi. Bon. L'inverse, n'est-ce pas, des factoriels à base des logarithmes népériens. Citons aussi le nombre i, dont le carré est égal à -1. Mais toutes ces abstractions intellectuelles réussissent à coexister pacifiquement avec les chiffres arabes de la stupéfiante beauté et de l'identité de l'air, n'est-ce pas, que je trouve, ça a prodige de l'esprit. Et nos jetons dans tout ça, bon, ils sont des reliques du temps passé qui survivent dans les casinos, dans les jeux familiaux comme le nain jaune et le poker. L'Académie de Stanislas en distribue à ses titulaires comme témoignage d'assiduité. D'autres outils mathématiques les ont rejoints, qui ont l'informatique armisée dans des tiroirs, tels que règles à calcul, table de logarithme et bientôt ordinateur binaire. Reste une angoissante question. Quel est l'avenir de la psalmodie scolaire des tables de multiplication, chère à Saint-Augustin dans l'Antiquité et plus récemment à Jacques Baudouin? Résistera-t-elle à l'intelligence artificielle et à l'ordinateur quantique? Je vous donne rendez-vous dans un siècle pour en parler, maintenant que nous sachons ne pas mourir. Merci à tous. Merci. Vous avez exactement respecté le temps. Ouf. Je ne sais pas. Bon. Y a-t-il des questions? Si quelqu'un veut voir des jetons, je peux vous en montrer à l'occasion. Mais je n'ai pas de jetons de maison de tolérance, ne rêvez pas. Oui, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Alors, on attend que l'ALS, maintenant, nous distribue les jetons de présence, avec effet rétroactif, j'espère aussi. Vous nous avez dit en préambule qu'il y avait 2 difficultés avec les chiffres romains, c'était l'absence de virgule et l'absence de zéro. Je pense que l'introduction du zéro dans les systèmes a été complètement révolutionnaire, qu'il a fallu faire passer la chose. Ça n'a pas été facile. Oui, on sent bien que dans les esprits, si vous voulez, le passage de l'un à l'autre était difficile. Il faut bien voir que les gens n'avaient pas de culture mathématique. Pensez à quelqu'un comme Montaigne, qui a un grand esprit, excusez-moi, qui était un grand esprit, un homme intelligent et autre. Et Montaigne écrit à un endroit « Je ne sais compter ni à jet ni à plume », c'est-à-dire ni avec des jetons, ni en écrivant avec les chiffres. Et on connaît un jeton, un seul exemplaire au nom de Montaigne. Donc ça veut dire qu'il avait des gens qui comptaient pour lui parce que lui-même était incapable de le faire. Oui. Pour continuer sur la note historique et les changements, c'est le voir midi à sa porte. Il a fallu qu'on invente l'horloge commune pour que les horaires soient les mêmes pour tous, et en particulier pour les chemins de fer. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la perfide Albion. Pourquoi ils gardent leur système? C'est fini, hein. Ils ont changé depuis. Et alors, en plus, ce qui était terrible, j'ai pas voulu aller trop loin dans le détail, c'est qu'au Moyen-Âge et ensuite, on avait 2 systèmes de poids. Il y avait si vous vouliez peser, je veux dire, je dirais pas des pommes de terre, il n'y en avait pas encore, hein, mais des légumes, du bois ou autre, on avait un système qui s'appelait l'avoir de poids. Et quand vous vouliez peser des choses comme des métaux précieux et autres, on avait un autre système qui était basé sur la livre de Troyes en Champagne. Et donc, vous avez des duplicités de systèmes et autres qui étaient assez complexes. Et j'imagine qu'à l'époque, il devait y avoir des bagarres parce que même sur la nature exacte, à la longueur de l'aune, etc., ça ne peut pas être simple. Allez
allez faire un tour un jour, si vous y passez à Fribourg-en-Brisgau, c'est pas très loin. La cathédrale de Fribourg-en-Brisgau a un grand parvis sur lequel se trouvait le marché. Et si vous entrez dans le narthex de la cathédrale, vous regarderez, il y a sculpté dans les murs les longueurs, les étalons de longueur et d'un certain nombre de choses, et on voit que les gens au marché devaient de temps en temps se taper dessus sur tout ça. Alors entre les unités qu'on ne maîtrisait pas et les calculs qu'on ne savait pas pratiquer, ça devait être quand même quelque chose d'assez remarquable. J'ai une petite question. Je me permets de prendre la parole. Vous avez parlé des nombres des chiffres romains et des nombres écrits en chiffres romains, mais revenons à notre ami Pythagore. Pythagore, c'est quand même quelque chose. Ouais. On sait qu'il a trouvé beaucoup de choses par la géométrie, notamment son théorème, mais Pythagore, c'est le nombre. Tout est nombre. Ouais. Alors, ils aimaient bien, les pythagoriciens connaissaient les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, tout ça. Ils connaissaient les nombres dits rationnels, un demi. Ils maîtrisaient un demi, mais ils ne maîtrisaient pas, malheureusement, les nombres de type 1 tiers. Et surtout, ils ne maîtrisaient pas 1 plus racine de 5 sur 2. Et ça, c'est le nombre d'or. Or, aujourd'hui, on retrouve, pour ceux qui veulent bien trouver ça, si vous voyez ce que je veux dire, on retrouve le nombre d'or dans des très grandes constructions grecques ou égyptiennes. Et puis si je continue, le nombre transcendant magique que tout le monde connaît, c'est pi. Alors celui-ci, on ne peut pas le définir à partir d'autres chiffres, c'est impossible, ou voire d'autres nombres. C'est, vous le savez, la circonférence que divise 2 fois le rayon, et ça c'est vrai quelle que soit la circonférence. Alors moi je reviens à mes Grecs. Comment eux comptaient-ils ? Et aussi une autre question, parce que ce sont 2 voies parallèles, comment comptaient les Hébreux ? Alors les Hébreux, je ne sais pas trop. Les Grecs comptaient avec des chiffres grecs, et les chiffres grecs sont les lettres de l'alphabet. Donc alpha vaut 1, bêta vaut 2, etc. Ce qui vaut d'ailleurs à des lettres disparues d'avoir été conservées parce qu'elles servaient de chiffres. Le digamma, le zamphi, dont on ne sait pas très bien comment il se prononçait, ou autre. Bon, mais effectivement, c'est un système assez complexe. Alors, je pense que les Hébreux ont dû aussi utiliser des lettres, mais je n'irai pas l'affirmer, ça je ne sais pas. Jean-Marie, si tu permets de compléter ta question. Ma question. Oui. Oui. Tout d'abord, je voudrais. Petit complément sur la cathédrale de Fribourg. Effectivement, dans le domaine des Habsbourg, dans tout l'espace germanique des Habsbourg, on trouve sur les porches des églises des unités de mesure du marché. Et donc, à Fribourg, on a la mesure de l'aune pour les tissus en métal, mais on a, de manière anecdotique à côté, représenter la taille du pain marchand que l'on doit trouver sur le marché. Une taille réglementaire. Et il y a même une différence parce qu'on présente à côté un pain plus petit qui est en période de disette. En période de disette, on fait l'unité de mesure du pain est tellement plus petite. Alors, petit détail aussi pour la monnaie, une grande tentation, c'est de faire de la fausse monnaie. Et la fausse monnaie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces époques historiques du duché de Lorraine. Et en archéologie, on vient de retrouver récemment dans la forêt de Darney, dans un abri rocheux dans le grès, un atelier de faux-monnayage, avec tous les artefacts au sol, puisque j'utilise le mot moderne maintenant pour le mobilier, on dit des artefacts. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à cette époque-là, le faux-monnayage était un des crimes majeurs, et que après des supplices, comme pour les sorcières au XVIe, XVIIe, les faux-monnayeurs terminaient leur vie dans un bain d'huile au bord de la Meurthe, dans l'huile bouillante. Voilà.
c'est tout. Petite anecdote. Oui, merci, absolument. Et il y a une description dans Philippe de Vigneul. Philippe de Vigneul est un chroniqueur messin de la fin du XIVe, début XVe siècle. Et il raconte la mort le supplice d'un faux monnayeur, n'est-ce pas, qui a été bouillu, dit-il, en l'huile. Et alors, il décrit très bien, on a construit une sorte de chaudière, du feu, on a mis de l'huile bouillante, enfin, on a fait bouillir de l'huile, et on a poussé le faux monnayeur dessus, et dit Philippe de Vigneul, il y avait tellement de monde pour voir ça qu'on ne pouvait mouvoir le pied. Oui, Platon avait posé une question. mais non, mais c'est un complément à ta question. C'était comment les Égyptiens s'y prenaient pour calculer leur pyramide. Ah, ça, j'en sais rien. Oui, je voudrais d'abord exprimer tout le plaisir que j'ai eu à entendre après plus de 30 ans, Monsieur Flon, avec toujours la même érudition, le même sens de l'humour, le même esprit vif. Ma remarque, c'est pas moins une question qu'une remarque, va un peu dans le sens de ce que disait Monsieur le Président tout à l'heure, c'est que les chiffres romains que vous avez présentés à juste titre comme d'une très grande complexité d'usage constituaient déjà une simplification énorme par rapport au mode de calcul antérieur et notamment des Grecs, puisque les Grecs utilisaient, comme on l'a dit, l'alphabet pour les chiffres, y compris ceux qui sont décimaux chez nous, etc. Et pourtant, l'école de mathématiciens grecs est une école extraordinairement connue et a eu des résultats considérables. C'est vrai. Je me donne la parole à ce sujet des chiffres grecs. Il faut bien voir que les Grecs connaissaient le système décimal. Ils comptaient en décimales. Simplement, ils ne savaient pas écrire. Mais et les Romains aussi connaissaient bien le système décimal. D'ailleurs, si vous regardez les lettres qui sont utilisées, on a X, c'est 10, C, c'est 100, M, c'est 1000, il n'y a rien de plus décimal que ça. Enfin, décimal en le sens que c'est des multiples de 10. Hein. Alors, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de zéro, et ça, c'est gênant. Quant aux Grecs, il ne faut pas non plus trop les accabler du point de vue de leur notation des chiffres. Il y avait deux systèmes. Il y a le système dont a parlé Dominique Flon, c'est-à-dire on utilise l'alphabet et comme l'alphabet ne comptait que 24 signes, on en ajoute quelques-uns pour arriver à 27. 27, c'est-à-dire une première série pour les unités, une deuxième série pour les dizaines, une troisième série pour les centaines. Et puis, pour les milliers, on reprend les mêmes chiffres, mais avec un petit signe pour montrer que, etc. Mais à côté de ça, ils avaient aussi un système très proche de celui des Romains, un système acrophonique. C'est-à-dire que pour noter 5, on mettait un pi, penté. Pour noter 10, on mettait un delta, déca, etc. Et c'était assez intéressant, finalement, assez commode. On aura l'occasion, probablement dans un mois, de reparler des inscriptions de Délos. Et dans les inscriptions de Délos, où il y a des comptes à n'en plus finir, eh bien, on voit qu'il y a des chiffres très précis qui sont notés sans trop de difficultés, vraiment. Donc, nuançons. Oui. Alors, on n'a pas répondu à la question des Hébreux. Alors, je ne le savais pas, mais si vous allez sur ChatGPT, vous avez, chez les Hébreux, les nombres ont une importance à la fois pratique, symbolique et spirituelle. Ils servent à compter, bien sûr, mais surtout à exprimer des idées religieuses profondes de la Bible hébraïque. Ainsi, l'unité, Dieu est un, la dualité, bien, mal, ciel, terre, homme, femme, la stabilité, ce qui est complet, les patriarches, la totalité du monde, les 4 directions, etc., etc.
Puis chez les Hébreux, il y a aussi une guématrie, c'est-à-dire que toutes les lettres ont une valeur numérique. C'est presque l'inverse de la situation des Grecs. Finalement, je viens de découvrir ça. Je savais qu'il y avait une guématrie chez les Grecs, mais elle me semble être dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour les Hébreux, non, c'est pareil. Enfin, bon, que l'on remplace la lettre par un chiffre, c'est assez extraordinaire. Parce que toute la Bible est écrite comme ça, hein, sur cette base-là, en fait. C'est assez fascinant. Quel beau sujet, quand même. Hein. Oui, je voudrais savoir sur quel étalon était basée la valeur de la monnaie. Est-ce qu'il y avait de l'inflation, de l'inflation ou des trucs comme ça? La valeur de la monnaie, c'est très simple. C'est le prince qui décide de la valeur de la monnaie. Excusez, monsieur, nous pouvons un peu... Oui. Au travers d'un ensemble qui s'appelle le pied de la monnaie. Alors, dans le pied de la monnaie, vous avez trois éléments. Le premier, c'est la taille. C'est-à-dire que le souverain décide du nombre de pièces qu'on va fabriquer dans un marc. C'est-à-dire, le marc, c'est une unité de poids qui fait 242 grammes, 75,25 pour être bon. Et donc, vous avez dans ce marc, on va tailler, c'est l'expression, 30 pièces ou 30 pièces et demie, enfin bref, ils ont un truc. La deuxième chose, c'est la loi, la bonté de la monnaie, disent les vieux textes, et on va dire, il y aura tel pourcentage d'or, d'argent, de cuivre, de ce que vous voulez, et ça détermine. Et la troisième chose, la monnaie en question aura cours pour telle valeur. Mais la valeur en question peut varier parce que vous pouvez avoir un métal qui devient rare ou abondant, donc la pièce vaut plus cher ou moins cher. Vous avez, en Espagne par exemple, on attend des galions qui amènent de l'argent d'Amérique. Les galions, il y a une tempête, ils n'arrivent pas. Eh ben, l'argent se met à valoir plus cher. Donc c'est très, très bizarre. Et alors, pour informer le public, à l'époque, eh ben, on envoie un garde champêtre ou quelqu'un du même genre qui va arriver sur la place publique. Alors, il va battre la caisse ou autre, ou il va pousser des cris pour que les gens viennent l'écouter. Alors, il va crier « Haro » ou « Bra », enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, il jette le cri et il lit l'édit du prince qui donne le cours de la monnaie. Et le jour où on dévalue la monnaie, on décide qu'il n'y aura plus cours, il faut la rapporter à la monnaie pour qu'elle soit refondue, on a la même opération, mais ce coup-ci, on jette le décrit. Oui, jeter le décrit, c'est de là que ça vient. De même que haro sur le baudet, vous voyez d'où ça sort. Hein. Et donc, c'est toute une procédure habituelle pour la publication des actes. En Lorraine, c'est comme ça, en tout cas, hein, en France aussi, et ça se passe de cette façon. Voilà. Et alors, en Lorraine, on a des ordonnances ou des édits du duc. À Metz, ils ont des actes qui s'appellent des atours. C'est un vieux mot français qui désignait les ordonnances et que vous retrouvez en anglais dans l'attorney, l'homme qui s'occupe, n'est-ce pas, des questions juridiques. Le procureur britannique, c'est l'homme qui s'occupait des atours. C'est très curieux, un mot qui a subsisté à Metz. Mais si vous voulez une fois que je vous fasse une communication sur la monnaie en Lorraine, si ça vous intéresse, je peux vous faire quelque chose. C'est quand vous voulez. Je crois qu'on va... Plus de questions ? Donc, juste un mot. Si Gérard ? Merci, Jean-Marie. Moi-même, pour compléter la discussion précédente, j'aurais aimé savoir, comme le zéro vient non pas des Arabes, mais des Indiens, si vous savez comment dans la tradition des Indiens comptaient, ou quel système ils utilisaient, est-ce que c'était apparenté à ce qui s'est développé chez nous en Europe? Je ne sais pas comment les Indiens faisaient, mais il y a une chose que je pourrais dire, c'est que les langues, le latin, le grec, le sanskrit et toute une série d'autres langues européennes ont une source commune qu'on appelle l'indo-européen. Or, en indo-européen,
comme l'a dit René Odo tout de suite, on compte par 10. Et si vous regardez les nombres des chiffres que vous avez en latin, en grec, en sanskrit, et dans les langues qu'on connaît pour l'Antiquité, le haut-germain et autres, sont des noms qui se ressemblent beaucoup. Hein. Le 10 en latin se dit décem, en grec c'est déca. Hein. Donc, on voit bien qu'il y avait un système quand même déjà bien élaboré, si je puis dire, un système de numération chez les Indo-Européens, mais en tirer des... il y a un monsieur Ifra qui avait fait une histoire des chiffres très intéressante, il faut regarder ça. Mais moi, je me suis limité aux jetons d'après mon expérience de la Lorraine, avec des choses que j'avais observées. J'ai pensé que ça pouvait intéresser d'autres personnes que moi, voilà. Merci. Merci. Je vais donc